Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va à Antibes. C'est parti. Ok, là j'ai vu le Fort Carré. Il me semble que c'est ça. Donc c'est parti. On va d'abord visiter le Fort Carré, puis après Antibes. C'est beau. Regarde ça là. Le monde est à moi. Vous comprenez ça? Je vais conquérir ce monde. Ça, c'est à mon avis, c'est un point de réparation des bateaux. Tu vois là, le bateau il se cale ici. Et, mais vu la taille du truc, c'est plutôt pour les paquebots, hein, ou peut-être les gros bateaux. Tiens, il y a un bateau abandonné, ou alors en réparation. Ouais, à mon avis, ça, c'est un bateau abandonné. Dommage, moi je prendrais bien. Je partirais à travers les mers. Ah ouais. Là c'est même t'as un au-dessus du cockpit, une place VIP. Eh, eh. Ouais, c'est ça en fait, ils récupèrent les pièces qu'ils peuvent utiliser ailleurs. Ah dommage. Ça c'est une barque qui a fait sa vie. Bon, après multiples points de recherche pour trouver l'entrée du Fort Garé, la voici. Donc c'est parti. Bon, donc je fais la montée pour accéder au Fort Vauban. C'est très très joli. Genre, il faut que vous voyez pour vraiment sentir ce que je ressens. Tiens, regarde. Il n'y a personne. C'est trop génial. Donc en fait, je suis arrivé à l'intérieur du Fort Vauban. Pour rentrer, il y a une visite. Tu payes le gars et tu rentres dedans. Et donc moi, j'arrive, je lui dis, bon, bah, est-ce que vous avez une réduction pour les handicapés? Il me dit, ah non, c'est gratuit, ouais, ouais. Le départ se fait maintenant. Donc c'est trop génial. C'est parti. C'est beau. Alors, le fort a été construit au XVIe siècle. C'est le roi de France Henri II qui a ordonné la construction du fort. Et la construction a été confiée à un ingénieur qui s'appelle Jean de Renaud de Saint-Rémy, notamment à l'origine des remparts à Saint-Paul. M. Vauban va intervenir mais 100 ans après la construction du fort. Il doit quelques aménagements comme la restauration des chambres des soldats ou la construction des remparts qui sont tout autour du parc. Donc au total, il aura fallu 32 ans pour construire l'intégralité du fort. Depuis la construction 1553, achevée en 1585. Jusqu'en 1860, la ville de Nice était rattachée au duché de Savoie. La frontière était alors beaucoup plus proche. La frontière, c'était le fleuve du Var, juste à côté de l'aéroport de Nice. Le fort, c'était le premier poste d'observation de l'arrivée des ennemis depuis le duché de Savoie. Ici, vous êtes dans la tour principale du fort qui s'appelle la tour Saint-Laurent. Elle possède des murs qui font 4,50 m d'épaisseur. Et les fenêtres que vous voyez ici, ce sont les chambres des soldats. Le fort accueillait en moyenne une cinquantaine de soldats. Il pouvait accueillir jusque 200 soldats en temps de guerre. Donc cette tour, c'était le lieu de vie principal. On va y retrouver une citerne ici. Elle était alimentée uniquement grâce à l'eau de pluie. D'une part, l'eau tombait directement à l'intérieur, et d'autre part, la cour était légèrement inclinée, ce qui permettait d'alimenter la citerne en eau grâce à des ouvertures tout autour. Donc une profondeur de 8 mètres et une capacité de 40 mètres cubes. En arrivant, vous avez pu remarquer que le fort a été construit sur une petite colline. Avant la construction du fort, sur cette colline se trouvait une chapelle qui s'appelait la chapelle Saint-Laurent. C'est ce qui a donné le nom de la tour où nous sommes actuellement. La chapelle a été détruite pour laisser place au fort,
Et pour ne pas supprimer un lieu de culte consacré, elle a été réintégrée juste ici au XVIIIe siècle, dans un style baroque, et elle n'a jamais été restaurée. On va commencer par voir la chapelle. Alors dans ce fort, il y avait deux cuisines, une au niveau supérieur et une dans le logis principal. On va commencer par voir celle-ci, avec à l'intérieur sur votre gauche le garde-manger. Le garde-manger. Tout mangé. Ce sont les chambres des soldats. On en verra une par la suite. Dans ce fort vivaient en moyenne 50 soldats, mais ils pouvaient accueillir jusque 200 soldats en temps de guerre. À présent, on va rejoindre les niveaux supérieurs, la zone la plus active du fort. Et par la suite, on va se diriger tout en haut sur le chemin de ronde, faire le tour des 4 bastions. Chaque bastion porte un nom en fonction de son orientation. On va retrouver le bastion Corse, le bastion Nice, le bastion France et le bastion Antibes. Alors, les chambres des soldats sont situées tout autour de la tour Saint-Laurent. On en verra une par la suite. Face à vous, vous aviez un logement pour 4 soldats déjà un petit peu plus haut gradé. Et on va arriver sur ce qu'on appelle une terrasse d'artillerie. Vous allez apercevoir de grandes ouvertures dans les murs. Les ouvertures sont appelées des bouches à feu. Les bouches à feu étaient destinées à recevoir des canons, dont la portée maximale était de 1000 mètres. Donc face à vous, ici, 2 bouches à feu qui permettaient de protéger l'entrée du port. Aujourd'hui, un des plus grands ports de plaisance en Europe. Face à vous, vous allez retrouver la vieille ville, qui était entièrement fortifiée jusqu'en 1895. Il n'y avait que 2 accès, soit la porte de France, plus en retrait qui a disparu vers la place de Gaulle, ou alors la porte marine, la petite porte qui est à gauche dans les remparts. Et face à vous, vous avez 2 grandes tours, ce sont les tours sarrasines. La première, c'est la cathédrale, et derrière le château Grimaldi, avec le musée Picasso. Sous chacun des 4 bastions dans le fort, vous allez retrouver des magasins d'artillerie comme ici, permettant de stocker les armes ainsi que la poudre pour les canons, comme le fort ne possédait pas de poudrière. À ce moment-là, je vous demanderai de bien faire attention, parce que vous verrez que les murets sont vraiment très bas et qu'il n'y a pas de protection extérieure. Allez-y, je vous en prie. J'entends, c'est bon, fais attention. Mathieu. Oui, attends, c'est bon. Ah ouais, allez. Waouh, 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 waouh. C'est là où on était. Alors, le bastion de Nice ici. À partir d'ici, vous allez retrouver sur les murs des noms qui ont été gravés par les soldats. Pour tuer le temps et signifier leur passage au fort, ils marquaient leur nom, généralement accompagné de la date de leur passage. On en retrouvera tout le long jusqu'au bastion Antibes. En dessous, vous avez le stade de football, construit en 1920 et utilisé pour la Coupe du Monde de football en 1938, Non. pour un match entre la Suède et Cuba. Eh ben. Et sur la gauche, vous avez une grande statue. Elle fait 23 mètres de hauteur, construite en 1927 par Henri Bouchard en hommage aux soldats de la Première Guerre mondiale. Et les Antibaux ont remarqué un petit détail, c'est que le sculpteur avait placé l'arme sur la gauche du soldat. Du coup, ils vont en faire une grande légende en disant que le sculpteur s'est suicidé après s'être rendu compte de son erreur. Sauf que depuis notre position, vous pouvez voir un sac dans le dos du soldat. Le soldat qui est représenté ici, c'était un grenadier voltigeur, qui portait l'arme à gauche afin de libérer l'espace à droite pour attraper les grenades dans son dos. Donc c'était pas une erreur de placer l'arme à gauche, et le sculpteur ne s'est jamais suicidé. Alors tout à l'heure on a vu la première des 2 cuisines dans la tour Saint-Laurent. La deuxième cuisine était située juste en face de vous ici. Une cuisine couverte qui a été détruite et qui n'a jamais été restaurée, à l'inverse de la cantine sur votre droite. Et sur votre gauche, au passage, vous remarquerez l'ancienne horloge qui fonctionnait à l'aide d'un mécanisme. Alors ce qui est frappant sur cette face du fort, c'est qu'il n'y a pas de bouche à feu, en raison de la présence de la cantine. Pour combler ce manque, les ingénieurs vont installer 4 pièces d'artillerie au niveau du bastion France. C'est pour ça que le bastion est beaucoup plus large que les 2 précédents. Sur le bastion France, vous pourrez apercevoir sur votre gauche l'ancienne école militaire, où se sont installés les soldats en 1860. Puisqu'en 1860, la frontière recule, la ville de Nice devient française, et là le fort perd de son importance stratégique. Du coup, ils vont s'installer juste en dessous, et c'est ici que se trouve aujourd'hui le CREPS, le Centre Régional d'Éducation Physique et Sportive. À partir de 1920, le fort est racheté par le ministère des Sports, qui va créer ici même l'école d'éducation physique militaire. Le fort va devenir un lieu d'entraînement sportif militaire de haut niveau, jusqu'en 1967. Les activités sportives pratiquées, c'était notamment l'escalade sur la pointe des bastions,
la pratique de l'escrime sur les terrasses d'artillerie où nous étions, et les sports de combat sur le stade. Finalement, c'est la ville d'Antibes qui rachète la propriété du fort à cet art seulement en 1998. Mimagé. C'est le nom d'un soldat qui s'ennuyait. Donc il voulait marquer son territoire. C'est l'ancêtre des tags en fait. Oh, c'est magnifique. Alors, le bastion Antibes, qui avait pour vocation la protection de l'entrée du port, mais également la protection de l'entrée dans la belle ville. Au niveau de la statue du nomade, de l'autre côté de l'entrée du port, sur le bastion Saint-Jaume, avant il y avait une tour qui s'appelait la tour Saint-Jaume. La tour et le fort communiquaient à l'aide d'un jeu de lumière en cas d'arrivée des ennemis par la mer. Ce bastion c'est devenu un chantier naval au moment de l'arrivée de M. Vauban à Antibes. Donc le bastion Antibes, vous remarquerez que c'est le seul bastion sur le chemin de ronde qui ne permet pas de continuer jusqu'au suivant. Puisque là, le chemin de ronde se termine directement dans cette grande maison, qui était la maison du gouverneur. Un logement pour 2 officiers, plus une prison prévue pour un officier. On va redescendre par ici, faites attention dans les escaliers. Et sur votre gauche, derrière la grille qui est ici, ce sont les latrines. Avec un simple trou, ça tombait directement à l'extérieur. Nous retrouvons aux 4 coins du fort. Juste derrière la maison du gouverneur, on va à présent voir le four qui permettait aux soldats de faire rougir les boulets de canon. Pourquoi il faisait rougir les boules de canon? Mettre le feu sur les bateaux. D'accord, ah pas mal. Alors le four pour rougir les boulets, fonctionnement assez simple. On mettait les boulets les uns à la suite des autres sur un système de rails, et les boulets étaient rougis individuellement au niveau du foyer. Mais c'était quand même un procédé très long, il fallait compter 1 heure de mise en température pour le four, et ensuite 35 minutes pour obtenir individuellement des boulets chauffés au rouge. Cette technique permettait par la suite de pouvoir mettre le feu aux embarcations des ennemis. On saisissait les boulets à l'aide d'une pince pour les mettre sur un ustensile qui avait une forme de cuillère, avec un soutien en dessous pour éviter de lâcher le boulet. Les canons du fort étaient équipés d'un système de roues, donc on pouvait les déplacer jusqu'au four et repartir avec son canon chargé jusqu'à la bouche à feu choisie. C'est énorme. Ça c'était pour la zone la plus active du fort, les niveaux supérieurs. On va retourner dans la tour Saint-Laurent et juste avant de redescendre, on va aller voir une des chambres des soldats. Toutes les chambres donnaient directement sur le levier principal, à savoir la tour Saint-Laurent. À présent, on va se diriger dans cette tour pour aller voir la porte d'entrée et le pont-levis. Alors derrière vous, vous avez un grand escalier qui permettait de rejoindre les chambres du premier étage. A l'inverse des chambres que nous avons vues, au premier étage, les chambres étaient communicantes les unes avec les autres. Ici, on a cette grosse porte qui fait près de 450 kg. Elle est faite en bois de mélèze avec une double épaisseur. Et sur la devanture, regardez, on va retrouver des clous. Les clous permettaient de contrer les attaques de haches. Mais il faut savoir que la grande porte était ouverte très rarement, uniquement pour les gros arrivages comme les pierres ou les canons. Les soldats français qui étaient plus petits, pour passer, ils devaient emprunter la petite porte qui est ici. Et au-dessus, vous avez 2 ouvertures qui permettaient de faire passer les chaînes du pont-levis afin de le fermer. Regardez, le pont-levis est juste derrière, il a été restauré et fixé au sol. Il ne se ferme plus aujourd'hui par sécurité, mais il a conservé son mécanisme avec les poids et les contrepoids. Et je termine la visite en vous évoquant le film qui a été tourné ici en 1983. Le fort est utilisé pour le tournage d'un film de James Bond, avec comme acteurs principaux Sean Connery et Kim Basinger. Le nom du film, c'est Jamais, plus jamais. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de la visite. Je vous remercie de votre attention. Merci. Et j'espère que ça vous aura intéressé. Merci. Bon, bah, c'était super intéressant. N'hésite pas à t'abonner, de liker, partager, et puis en avant pour de nouvelles aventures. Je suis sur le quai des milliardaires, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il n'y a que des bateaux de luxe. Waouh! Vous verrez tout ça, ce sera à moi.
Bonjour à toutes et à tous. Là, c'est le férié. Du coup, j'ai pris ma voiture et là, je suis à Saint-Janet. Et apparemment, c'est un très vieux village, très joli. Donc, c'est parti. Effectivement, c'est très joli. La vache. Vraiment, vraiment beau. Je pense que je vais rester ici et je vais passer peut-être la semaine juste à regarder ce paysage. Eh ben, je pensais pas que tout en haut, il y aurait autant de monde. Enfin, autant de monde. Il y a du monde pour visiter justement Saint-Janet. Et ça, c'est les photos d'avant. Et ben, pour info de tourisme, bon là, dommage, c'est férié. Bon, effectivement, à part dans le bar, il y a un peu rien, niveau personne. Donc, ça fait peut-être 20 minutes, 20-30 minutes que je tourne dans la ville. C'est magnifique. Et là, il y a le Baou. Je sais pas du tout c'est quoi. Et quand j'étais en train de monter sur la pente, il y a une dame qui m'arrête, elle me dit vous allez au Baou? Je lui dis ouais. Elle me dit c'est pas par là. C'est par là. Donc on va voir ce que c'est, le Baou. Le Baou, en fait, c'est une plateforme tout en haut. J'ai demandé à deux randonneurs et elle me dit ça. Et ils me disent que c'est à peu près à 1h30 de là où je suis à pied. Je sais pas si je vais le faire. Il est quelle heure? Il est 15h. Ok, allez. 1h aller, 1h retour, ça veut dire que 16h, 17h. Ok, allez, c'est parti. Ah, c'est. Par contre, la montée, elle est, comment dire, nivelée, ils appellent ça. Je sais pas si je vais tout montrer, parce que bon, certes, ça va, 1h, mais bon, 1h avec un AVC, c'est. Ah. Finalement, je crois que je vais pas faire la route du Baou, en tout cas pas aujourd'hui. Je vais m'arrêter là. Tellement la vue elle est magnifique, je m'arrête là, je vais m'asseoir et je vais patienter pendant des heures et des heures. et voilà. N'hésite pas à commencer la et en avant pour de nouvelles aventures.